Bonjour, on va s'intéresser à la physique nucléaire aujourd'hui, la partie numéro 1. On va parler de radioactivité, de la loi de décroissance, la demi-vie et l'activité. Enfin, on parlera du défaut de masse et de l'énergie de liaison. Alors, la radioactivité, la loi de décroissance. Si on prend par exemple un isotope de l'uranium 238, on va prendre l'uranium 235, en fait, il va se désintégrer. Et il va se désintégrer sous l'action de l'interaction faible dans le noyau. La seule chose, c'est que c'est un phénomène purement aléatoire. Et il est impossible de prévoir le comportement individuel d'un noyau radioactif. Mais on est capable de pouvoir prévoir le comportement collectif d'un ensemble de noyaux. Alors là, vous avez le nombre n d'éléments radioactifs à un temps donné, avec initialement le nombre n0. Et on s'aperçoit que on a cette décroissance. On a une variation de n qui est une fonction exponentielle que vous verrez l'an prochain. Maintenant, si on considère le terme de demi-vie, alors la demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié de l'échantillon va être désintégré. Donc à n0 sur 2, on a le temps de la demi-vie. Maintenant, on voit sur la courbe aussi qu'on peut regarder la pente. Et la pente, en fait, va nous donner une information sur ce qu'on appelle l'activité. Alors, l'activité, elle est plus souvent plus simple à étudier que le nombre d'éléments radioactifs encore présents. L'activité, c'est tout simplement le nombre de désintégrations par unité de temps. Alors, on la mesure avec quel appareil? Avec le fameux compteur GGR. L'unité de l'activité sera le becquerel. Et si on regarde l'évolution de l'activité au cours du temps, on a exactement la même forme que pour le nombre de noyaux radioactifs. Et ce que vous pouvez voir ici, la période, ce qu'on appelle aussi la demi-vie, exactement la même que quand on étudie n au cours du temps. Alors le défaut de masse, et puis l'énergie de liaison. Premièrement, petite remarque sur les unités de masse. On a la relation qui existe entre l'énergie et la masse, E égale mc2. Donc évidemment, on peut exprimer m sous la forme E divisé par C2. En général, on va prendre la masse en kilogrammes, l'énergie sera en joules, et puis C, c'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du modèle de Bohr, les énergies étaient parfois exprimées aussi en électronvolts, ou alors avec des multiples d'électronvolts, comme par exemple le méga-électronvolt, le MeV. Donc à ce moment-là, on peut avoir une nouvelle forme d'unité pour la masse, qui sera exprimée en électronvolts, point C puissance moins 2, ou alors méga électronvolts MeV par C au carré. Alors, par exemple, la masse du proton sera exprimée sous cette forme-là, 938,3 MeV par C au carré. On a aussi d'autres unités de masse utilisées en physique nucléaire, c'est l'unité de masse atomique. Alors sa définition elle est simple, c'est 1/12e, donc 1 U c'est 1/12e de la masse du carbone 12, de l'atome de carbone 12. Et on va avoir 1 U qui sera égal à peu près à 931,5 MeV C au carré. L'intérêt de l'unité de masse, c'est que dans ce type d'unité, la masse du proton et la masse du neutron vaut à peu près 1. Alors, si on maintenant s'intéresse par exemple à un noyau de fer, on va avoir Z égale 26, A 54, ce qui veut dire qu'on a 26 protons pardon, et 28 neutrons. Si on regarde la masse de tous les nucléons présents dans le noyau, donc on va faire 26 protons, donc 26 fois la masse du proton, plus 28 fois la masse du neutron. J'ai exprimé les valeurs en unités de masse atomique, on va se retrouver avec une valeur de 54,43. Chose bizarre, c'est que si on regarde, si on compare cette valeur-là avec la masse réelle du noyau de fer, la masse du noyau de fer est plus petite, légèrement, mais plus petite, 53,9 unités de masse atomique. On a donc non-conservation de la masse. Alors, pour expliquer ce phénomène, donc la masse du noyau est inférieure à la somme des masses des nucléons qui le constituent. C'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Donc, il faut imaginer qu'on est un noyau constitué de différents nucléons et on veut apporter l'énergie pour pouvoir séparer les nucléons. Alors, où est passée cette énergie? Tout simplement, les nucléons séparés ont stocké l'énergie sous forme de masse, puisqu'il y a toujours conservation de l'énergie.
Alors, on arrive à une définition de l'énergie de liaison. L'énergie de liaison, qu'on va appeler EL, qui sera exprimée en méga-électronvolts, est l'énergie que l'on doit fournir pour séparer les constituants du noyau. Alors, vous avez un graphique qui est célèbre, qui représente l'énergie de liaison par nucléon, donc par le nombre de masse A, en fonction du nombre de masses. Et on a tous les éléments connus qui sont représentés sur cette courbe, en partant évidemment des plus bas, l'hydrogène, l'hélium, etc., jusqu'à l'uranium. Et en fait, plus l'énergie de liaison par nucléon est importante, plus le noyau est stable. C'est-à-dire qu'il faudrait fournir beaucoup d'énergie pour pouvoir séparer les nucléons. Et en fait, on a un noyau qui est le plus stable, c'est l'élément fer qui se trouve ici.